Michel Farnier, nous avons eu l'an dernier des recommandations pour la prise en charge des dyslipidémies. Qu'apportent-elles de nouveau pour les cardiologues et pour la pratique? Effectivement, nous avons eu l'an dernier de nouvelles recommandations pour la prise en charge des dyslipidémies et les grands principes de prise en charge n'ont pas changé. C'est bien sûr toujours une action essentielle sur les lipoprotéines hétérogènes et parmi celles-ci, toujours la vedette pour les particules LDL et bien sûr une évaluation du risque du patient. Ce qui a changé par contre, et on va voir pourquoi après, ce sont les objectifs qui sont proposés vis-à-vis du taux de LDL cholestérol. Et vous voyez, on va se focaliser essentiellement sur les catégories haut risque et très haut risque, et même essentiellement ce soir sur le très haut risque pour parler du patient après un syndrome coronarien aigu. Vous voyez que maintenant, il y a donc en théorie deux objectifs. Mais un objectif d'abaisser de plus de 50% le LDL cholestérol, on y reviendra, qu'on pourra atteindre, je dirais assez aisément, à condition d'utiliser tous les moyens thérapeutiques à notre disposition. Et un autre objectif, qui est cette fois-ci une valeur cible, qui a été abaissée, et il faut donc diminuer le LDL cholestérol en dessous de 0,55 g par litre pour l'ensemble des patients à très haut risque, incluant donc toute la prévention secondaire, avec en plus une catégorie de patients particulière. Ce sont les patients qui ont non seulement un premier événement, mais qui ont une récurrence d'un événement, un second événement vasculaire, pas forcément dans le même territoire d'ailleurs, dans un délai de 2 ans. Et là, l'objectif est encore plus rigoureux, puisqu'on demande d'abaisser le LDL cholestérol en dessous de 0,40 g par litre, 1 millimole par litre. Alors pourquoi ces objectifs encore plus bas ? Eh bien, 0,55 g par litre, c'est à peu près la moyenne de ce qui a été observé en LDL cholestérol dans les essais de prévention associant statine et ézetimibe d'une part et statine et alirocumab d'autre part, et même encore plus bas pour un autre essai puisqu'on était encore plus bas que 0,55 g par litre et aux alentours de 0,40 g par litre, d'où ces nouvelles propositions. Diapositive suivante. Alors, le deuxième élément, je dirais, très important pour nous, nouveau dans ces recommandations par rapport aux précédentes. Avant, les recommandations, pour être schématique, c'était essentiellement prescrire une statine. Tout le reste n'était pas classé au niveau 1, A ou B, mais c'était statine en priorité. Et toutes les recherches fondamentales d'une part, tous les essais cliniques d'autre part, toutes les données génétiques enfin, nous ont montré de façon constante qu'en fait ce qui compte, c'est pas tellement le moyen choisi, c'est chaque fois que l'on abaisse le LDL cholestérol par une stratégie d'épuration des LDL, et les LDL sont épurés comment ? Par la voie des récepteurs. Donc toutes les stratégies qui concourent à avoir plus de récepteurs des LDL fonctionnels, fonctionnels à la surface de l'hépatocyte, toutes les stratégies sont valides et validées en termes de prévention cardiovasculaire. Alors bien sûr, on a tout intérêt à associer ces stratégies pour avoir le maximum de synergie d'efficacité, mais que l'on utilise finalement une statine, un inhibiteur d'absorption intestinale, ou même une résine, ce qu'on ne va pas faire en pratique clinique, ou un inhibiteur de PCSK9, le mécanisme est le même, j'augmente les récepteurs des LDL et j'abaisse le taux de LDL cholestérol circulant. Et c'est la raison pour laquelle, diapositive suivante, le changement qui intervient dans les nouvelles recommandations, c'est vraiment vis-à-vis de la classe proposée pour les traitements médicamenteux oraux ou non oraux, car cette fois-ci, on n'a plus non seulement les statines avec la classe 1, mais également les étimibes et également les inhibiteurs de PCSK9. Alors oui, les recommandations disent toujours, c'est ce qui est en haut du tableau, commencer par une statine
de forte intensité et toujours mettre le maximum d'intensité chez le patient à très haut risque. Et si les objectifs ne sont pas atteints, associer les étimibes. Et si les objectifs ne sont pas atteints avec l'association, eh bien, troisième possibilité, c'est donc d'ajouter un inhibiteur de PCSK9. Alors, on y reviendra avec François Schill. Dans les recommandations, c'est une stratégie par étapes. On va voir comment plus pratiquer en pratique dans le quotidien ultérieurement. Donc, changement capital, c'est vraiment le niveau de preuve pour d'autres molécules que les statines vis-à-vis de la prise en charge. Et ces recommandations, qui sont les recommandations pour l'ensemble des patients à très haut risque, diapositive suivante, se retrouvent dans le chapitre particulier des syndromes coronaires aigus et des patients post-revascularisation, donc statine de forte intensité. Et vous voyez qu'il ne faut pas attendre de revoir le patient après 6 mois ou 1 an. Il faut vraiment que l'ajustement se fasse rapidement. Et on dit c'est au bout de 4 à 6 semaines. Et 4 semaines, ça suffit pour évaluer la réponse à un traitement qui abaisse le LDL cholestérol. Il faut rapidement réévaluer le patient et voir s'il faut ajuster, d'abord en ajoutant les étimibes, puis étape suivante en ajoutant un inhibiteur de PCSK9. Donc voilà les éléments essentiels des nouvelles recommandations, tout au moins pour cette catégorie, avec ces 2 messages clés, des objectifs plus bas et maintenant une proposition de plusieurs stratégies médicamenteuses validées en prévention cardiovasculaire. Michel, il y a des questions qui commencent à arriver sur le fil. Je vais en sélectionner 3. La première, c'est on a cette notion maintenant qu'il faut abaisser le LDL en dessous de 0,40 g par litre quand il y a eu 2 événements. La question est, ces 2 événements doivent-ils être obligatoirement coronariens ou un AVC, un AIT plus un syndrome coronaire ou un syndrome coronaire plus une artérite décompensée ou une artérite décompensée plus un AIT, font-ils 2 événements ou pas? Alors effectivement, c'est une excellente question et tous les types d'événements comptent. Donc ce n'est pas forcément un événement dans le même territoire. Donc tous les exemples qui ont été cités sont des exemples absolument valides. On peut très bien avoir un syndrome coronaire aigu et un AIT, toutes les possibilités. Les événements ne sont pas des événements dans le même territoire obligatoirement. Deuxième question, vous dites qu'en 4 à 6 semaines, on a l'effet plein et entier du traitement. Ça veut dire qu'en gros, quand le traitement est mis, le LDL qu'on dose dans le mois qui suit et le LDL optimal qu'on peut atteindre avec ce traitement, il n'y a pas la peine d'attendre 3 mois, ce qui correspond à la pratique. Mais dans la réalité, 4 semaines peuvent suffire. Absolument. 4 semaines suffisent pour évaluer l'efficacité d'un traitement abaissant le LDL cholestérol. En 2 semaines, on a 90% de l'efficacité. Après 4 semaines, on a 100% de l'efficacité. Donc, plus on attend, moins il y aura d'ajustements thérapeutiques. Les ajustements thérapeutiques doivent se faire le plus rapidement possible. Alors, bien sûr, une fois que l'on aura atteint l'objectif, il ne sera pas nécessaire de répéter très souvent. Un bilan 1 fois par an suffira pour s'assurer d'ailleurs que le traitement est toujours bien pris en termes de compliance globale et également pour être sûr que l'on soit toujours à l'objectif. Mais au départ, il faut vraiment aller vite et donc faire des contrôles rapprochés. Pour l'efficacité se mesure après 4 à 6 semaines, comme indiqué dans les recommandations. Et moi, je dirais 4 semaines, c'est même mieux que 6 semaines, pour être sûr que ce soit fait. Alors, je poserai la 3e question secondairement, mais juste préciser, ce que vous dites est valable quel que soit le traitement, statine, ézetimibe, anti-PCSK9, et si à 1 mois, il n'y a pas de baisse substantielle du LDL, est-ce qu'on peut penser que soit le patient, entre guillemets, est résistant, soit il ne prend pas le traitement? Quelle est l'option qu'il faut choisir? Alors effectivement, quand on n'a pas la réponse attendue à un traitement, et c'est donc essentiellement au départ la réponse attendue à un traitement par statine de forte intensité, ou on le verra avec François peut-être dans certains cas, mais d'emblée statine de forte intensité et ézetimibe. Donc un patient qui n'a pas la réponse attendue. Le premier élément, c'est le plus fréquent, c'est un problème de compliance. Ça, c'est certain. Mais il faut se méfier, on peut avoir, je dirais, des fausses mauvaises réponses. Il y a des variabilités de réponse avec les statines. Il y en a déjà moins quand on fait une association avec statine et ézetimibe.
Et on peut le dire d'emblée, dès maintenant, j'anticipe peut-être, avec les inhibiteurs de PCSK9, pratiquement tous les patients répondent. Mais il faut faire attention aux fausses réponses. Et un problème de fausse réponse classique pour nous, mais qui est très mal connu, quand un patient, j'attends 50% de baisse du LDL cholestérol, et j'ai finalement que 30%, eh bien, il faut doser la lipoprotéine petit a, car dans ce cas-là, en fait, c'est peut-être parce que la majorité du cholestérol n'est pas transportée par les LDL. Donc ça, il faut y penser, c'est un piège. Une fausse mauvaise réponse peut être liée à une lipoprotéine particulière qui circule. Il ne faut pas oublier que ce qui est rendu dans un laboratoire en routine, c'est en fait, quand on rend un taux de LDL cholestérol, c'est le LDL cholestérol réel plus le cholestérol contenu dans la lipoprotéine petit a. Et enfin, ma troisième question, il y a la notion que les anti-PCSK9 sans les statines ne marcheraient pas ou marcheraient moins bien en termes de baisse de LDL. On verra avec Gabriel Steg l'effet clinique éventuel dans les études qui ont été conduites. Qu'en est-il en réalité? Quel est l'effet d'un anti-PCSK9 quand il n'y a pas de statine sur le LDL? Alors, les inhibiteurs de PCSK9 ont été étudiés dans toutes les circonstances, en association aux statines, en monothérapie, même si ce n'est pas recommandé en monothérapie, et chez les intolérants aux statines. Un inhibiteur de PCSK9 marche dans tous les cas. Par contre, il est vrai que quand on regarde les études en monothérapie, la baisse, en termes uniquement de baisse du LDL, la baisse est un peu moindre. Ceci s'explique essentiellement par le fait que quand on met une statine, et surtout une statine de forte dose, en fait, on stimule la sécrétion aussi de PCSK9 et on a un petit peu cet effet de contre-régulation, plus de PCSK9 circulant. Mais non, un inhibiteur de PCSK9 marche toujours, mais je dirais, si je peux attendre 60 à 70% de baisse quand c'est en association avec une statine ou statine plus ézetimibe, je n'aurai que 50 à 55% de baisse en monothérapie. Mais déjà avoir 50 à 55% de baisse chez un patient, par exemple, intolérant aux statines, c'est remarquable en monothérapie. Donc ça marche dans tous les cas, légèrement moins quand on n'est pas en association aux statines en termes de baisse du LDL cholestérol.